Salut les étudiants, on est de retour au large de Cannes sur le bateau le Coconut Sailing et nous sommes en compagnie du réalisateur Alexandre Leger. Alors bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis Alexandre Leger, réalisateur et scénariste du court-métrage Le sang des hommes libres qui va être projeté demain matin au Short Corner Festival. C'est un court-métrage de 22 minutes que je viens de présenter avec mon producteur Yann Roch et l'assistante de production Aurélie Pérez. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film sans trop peut-être dévoiler trop de choses? Donc un petit pitch. Alors en quelques mots, donc c'est l'histoire, Le sang des hommes libres raconte l'histoire d'une jeune femme, médecin d'hôpital, qui vit dans une France scindée en deux. Dans une France futuriste, donc c'est un film d'anticipation. On imagine une grande partie de la population qui a envie de faire changer les choses, mais changer les choses vraiment, sauf qu'elle s'est rendue compte que pour y arriver, il fallait utiliser la force, donc les armes. Et donc on entre dans une sorte de guerre civile, dans une ambiance française et non pas dans une ambiance d'un autre pays, voilà. Donc dans une ambiance que l'on connaît qui est propre à l'Occident. Et donc on y met dedans un État défaillant qui a beaucoup perdu de son autorité et donc qui est en train de crouler sous les attaques et les attentats des partisans. Les partisans sont cette marge de la population qui veut militer pour les armes à la main pour un autre monde. Et dans ce contexte-là, on a Elsa, une jeune femme médecin qui a envie de secourir le plus de blessés de guerre possible de cette guerre civile. Et on la suit dans la première fois où elle va désobéir aux ordres. On lui demande de rester en marge d'un attentat pour soutenir d'autres médecins, des médecins commerciaux qui veulent vendre des contrats à la population qui est apeurée. Elsa ne supporte pas cet état d'esprit-là, cet état d'esprit mercantile de l'État qui veut à tout prix faire du profit. Et elle va se jeter avec son équipe, sa petite équipe de médecins, ils vont se jeter sur le lieu de l'attentat pendant l'attaque pour aller secourir le plus de victimes possible. Et le court-métrage présente ce personnage-là et montre comment elle va arriver jusqu'à cet attentat, puisqu'il va y avoir tout un tas de barrages jusque-là, et comment elle va y arriver pour aller secourir un maximum de blessés. D'accord. Est-ce que tu dirais que ton film, ça fait partie d'un mouvement qu'on appelle le cinéma engagé? Alors je ne sais pas s'il fait partie du cinéma engagé, en tout cas il fait partie de mon univers personnel, c'est-à-dire un univers où j'aime montrer et partager avec le public un univers où l'espoir a toujours un peu sa place, puisque c'est un film dont le thème central est l'espoir. Comment essayer de relever la tête quand on a l'impression que tout est noir autour de nous. Voilà. C'est une des idées, c'est l'idée principale du film. Et Elsa, cette femme médecin qui a toute une personne assez déprimée, qui voit un peu tout en noir, va se prendre un peu en main et va aller sauver l'espoir. Et pour elle, l'espoir, c'est incarné par l'être humain. D'accord. Comment ça résonne, toi, ce projet dans ta vie personnelle? C'est-à-dire... Alors, le point de vue que tu as donné dans ce film-là, comment il résonne dans ta vie? Il résonne dans ma vie, c'est-à-dire... Alors, par exemple, là, tu parles du milieu hospitalier, oui. Tu parles d'engagement. Oui. Est-ce que ça résonne d'une manière particulière par rapport à ton parcours? parcours? Par rapport à mon parcours personnel, oui, puisque le cinéma, c'est ma deuxième vie, mais ma vie principale, c'est la famille et le médico-social, puisque je suis éducateur avant tout dans des centres spécialisés. Et l'humain est aussi au cœur de mes préoccupations. Et pour moi, c'est vraiment le combat, le seul combat qui vaille la peine. Et l'espoir est la définition de ça, c'est se battre pour quelque chose qui en vaut la peine, parce que ce pourquoi on se bat est bon en ce qu'il est. Et pour moi, c'est l'être humain qui devrait être sauvé. Est-ce que tu as envie que ce film soit quelque part une sonnette d'alarme par rapport à une dérive que tu sens dans la société, ou une faillite de l'État? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en travaillant dans le médico-social, je vois que depuis quelques années, l'État se dirige de plus en plus vers une logique mercantile de la société, jusqu'au social et au médical, et ça me touche énormément. Donc pour parler
entre parenthèses d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le démantèlement programmé de la sécurité sociale, par exemple, que l'État a commencé à mettre en place dans les années 90 progressivement et qui aujourd'hui est en train d'arriver chez tout le monde, puisque aujourd'hui on est tous obligés de prendre des mutuelles, la sécurité sociale a de moins en moins d'importance, on est en train de commercialiser de plus en plus la santé, et c'est cette critique-là que je fais un petit peu au second plan dans le sang des hommes libres, puisque j'ai introduit la notion de médecin commercial, des médecins qui sont là pour faire du profit. Pour moi c'est une aberration, un médecin est là pour le patient, pour le soin, et non pas là pour faire de l'argent. On ne fait pas de l'argent avec la santé des gens, c'est mon point de vue, et je le défends un peu avec le film. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours? Donc là tu nous dis que tu as deux facettes, et donc comment tu es arrivé à ce point et comment tu arrives aujourd'hui à Cannes? Alors depuis tout petit, je fais des films depuis que j'ai 7 ans, je piquais le caméscope de mon père pour aller faire des films, la petite idée de scénario je la faisais, et je m'étais promis qu'un jour j'essaierais de devenir réalisateur. Pour montrer des films au public et pour partager. Moi ce qui me plaît beaucoup c'est et la part divertissement, puisque c'est avant tout du divertissement, une industrie le cinéma, mais aussi si on peut essayer de faire passer une petite recette de cuisine, un petit message, un petit quelque chose que les gens peuvent prendre avec eux une fois qu'ils ont vu le film et se l'approprier, ça c'est le petit plus que j'aimerais glisser, et donc en grandissant, une fois que j'ai passé le bac, je suis allé dans une école de cinéma, une école privée à Paris qui s'appelle l'ESRA, et j'ai fait 3 années là-bas, j'ai été diplômé. Et donc c'est là-bas que j'ai appris toute la technique que je connais. Mais on était en 2010, donc j'ai appris à l'époque, c'était la dernière promotion qui apprenait en pellicule. D'accord. Donc mes connaissances sont peut-être un petit peu vieillies, pourtant je suis pas vieux. Et comme quoi le cinéma a vraiment énormément évolué ces dernières années. C'est que je me sens vieux dans mes connaissances alors que j'ai même pas 30 ans. Et une fois que j'ai été diplômé, je sentais que l'univers du cinéma était un univers où il fallait beaucoup de maturité et aussi être sûr de ce qu'on veut et comment on veut le mener, un minimum, et savoir se vendre aussi. Ça fait partie du jeu, savoir se présenter, savoir présenter ses idées. Et je ne me sentais pas capable à 20 ans, donc j'ai arrêté, je me suis consacré à autre chose. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ce qui me plaisait énormément dans le cinéma, c'était les personnes. Parce que le déclic, pour la petite anecdote, c'était sur le dernier tournage que j'ai fait. C'était un tournage d'un court-métrage d'une vingtaine de minutes. L'actrice principale était une jeune fille de 11 ans qu'on est allé récupérer, qu'on est allé caster dans un arrondissement à Paris qui était plutôt défavorisé, et cette jeune fille elle avait 11 ans, peut-être 10 ans même, c'était encore une gamine. Elle avait besoin d'un assistant pendant le tournage pour l'accompagner, pour la sécuriser, un référent un peu, et aussi pour la raccompagner chez elle après une journée de tournage. Donc voilà, et c'était moi cet assistant qui était là, et là où j'ai pris le plus mon pied, là où je me suis régalé en fait, c'était d'accompagner cette fille, puisque même comme elle a raté l'école, il fallait aussi que je l'accompagne au devoir. Donc voilà, il fallait que je fasse le lien avec les parents, que j'explique un petit peu aux parents qui avaient aussi des difficultés, il y avait la barrière de la langue, donc il y avait un vrai travail social en fait qui a été fait sur le film, et c'est là que je me suis régalé. Je me suis dit mais en fait c'est le cinéma, oui, mais finalement c'est les gens qui m'intéressent peut-être même plus. D'accord, donc tu t'es dirigé ensuite vers le social. Je me suis dirigé après vers le social, le médico-social, et je suis devenu éducateur. Là je travaille actuellement avec des enfants et des adolescents qui sont sourds. D'accord, mais finalement ça te rattrape. Comment s'est fait le nouveau déclic pour revenir vers... Parce que je suis cinéphile aussi, et faire des films, je crois que c'est un réel plaisir. Et surtout, moi, c'est mon truc, c'est les scénarios. Moi, j'adore les histoires. Je suis passionné d'histoire, tout ce qui est symbole, le processus créatif pour raconter une histoire, les personnages, la mécanique, toute la technique autour d'une histoire, que ce soit un conte, comme on l'a raconté il y a 2000 ans, ou un conte comme on peut le raconter aujourd'hui. Tout cet univers-là me fascine, et c'est l'univers du scénario. Et quand on a eu l'idée avec elle, je me suis dit, il faut que je m'y remette en fait, il faut que je tente quelque chose là-dedans, et donc on a eu cette idée, on s'est dit bon, on va la mettre en place, et petit à petit j'essaie de faire mon retour. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce processus là de réalisation, combien de temps ça a pris, combien de temps ça a pris pour toi,
Ouais. entre le moment vraiment où tu as eu un petit peu l'étincelle d'idée et Oui. le moment où tu te retrouves à montrer ce film? Alors, on a eu l'idée, Yann et moi, en septembre 2014. Yann me dit, ouais, il y a une organisation terroriste qui est en train de monter, ça s'appelle Daesh. Je dis, Daesh, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, donc on en parle à un café, et puis on se dit, mais ce qui serait énorme, ça serait d'imaginer en fait que une organisation terroriste qui terroriserait la population, arriverait pour semer la terreur dans nos vies confortables, d'occidentaux, de français, ou pour nous, un drame, ça peut être de ne pas avoir pu acheter la voiture qui nous faisait rêver parce qu'on a été au chômage, etc. Alors qu'en fait, il y a 70 ans en arrière, les Français ont connu des périodes qui ont été critiques, qui ont été dramatiques. Et moi, quand j'étais petit, mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé de cette période-là, qu'avant c'était difficile et aujourd'hui c'est facile. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pouvait être une vie difficile? Et donc je me suis beaucoup intéressé à ça. Donc tu Et, peux nous donner l'année à peu près? Voilà, donc c'est l'année de quand on a eu l'idée, Voilà. en septembre 2014, exactement. C'était en septembre 2014. Après, il y avait eu octobre 2014 où il y avait eu le problème avec Sivens, qui se situe à seulement 20 bornes d'Albi. Donc il y avait eu il y avait eu des émeutes à Albi, juste à côté. Alors j'habitais en plus en centre-ville, juste là. Il y avait eu les altercations entre les CRS et les manifestants. Ça avait été assez violent, donc on était presque dans un climat un peu qui rappelait un climat de tension entre les forces de l'État et puis la population, quoi. Donc avec Yann, on était là pour filmer, pour photographier, un peu comme des journalistes. Et on s'est dit, mais ça commence à ressembler un petit peu à l'univers de notre film. Et puis là, il y a eu janvier 2015 avec Charlie Hebdo, et on s'est dit, merde, là ça commence à ressembler Et du à coup, ce qu'on vous avait avez imaginé. eu quel sentiment? Ça a dû vous mettre assez mal à l'aise quand même de Très se mal dire, à bon, l'aise, parce que quand c'est de la fiction, c'est génial. Quand c'est la réalité, ça l'est beaucoup moins. Donc quand c'est la réalité qui commence à nous rattraper, on se dit, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'actualité, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Donc on a vécu l'actualité. On a commencé à se dire, est-ce qu'on va vraiment faire ce film? Alors bon, on a continué d'écrire le film. Et là, en novembre 2015, avec le Bataclan, qui racontait exactement une scène du film en plus, on s'est dit, bon, mais là on arrête. On arrête le projet, la réalité nous a rattrapés. Ça sert à rien de raconter une France scindée si elle est déjà en train de commencer à se scinder, puisque aujourd'hui, presque on en sourirait un petit peu parce que les attentats, même s'il y en a encore un petit peu, l'ambiance des attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo commence à être un peu loin, on retrouve un peu la paix, la sérénité, on se dit bon allez, tout ça c'est loin. Mais rappelons-nous quand même en 2015 qu'on a, même si on a tous levé le poing en disant qu'on n'avait pas peur des terroristes, on était quand même dans un climat de tension. Et je me dis, si 2 attentats arrivent à mettre un climat de tension dans un pays comme la France, je me dis qu'est-ce que ça serait s'il y avait des attentats toutes les semaines et un peu partout dans le pays. Et c'est le début du Sang des hommes libres. D'accord. Du coup, dans ton film, qui sont les terroristes? Alors on peut le dire ça ou pas? Oui, alors qui sont les terroristes? C'est-à-dire quelles sont leurs convictions, quelles sont leurs Leur valeurs, convi- pourquoi leur est-ce co- qu'ils terrorisent? Voilà. Alors en fait, ils ne se considèrent pas comme terroristes, ils se considèrent comme partisans de la liberté, partisans d'un nouveau monde. Et ce monde-là, c'est un monde plus altruiste, plus juste, plus écologique aussi. C'est un petit peu tout ce qui est dans la tendance quelque part. Sauf que quand on regarde bien, pour y arriver, il faut des décennies. Il faut passer par beaucoup de politique, il faut passer par beaucoup d'échecs. Regardons aujourd'hui la politique, c'est-à-dire qu'on fait un pas en avant, puis après on fait un pas de côté, ça évolue. Voilà. Et on imagine des milliers de gens qui se disent maintenant ça suffit. La politique telle qu'elle est menée, on n'en veut plus. Maintenant on veut un nouveau monde. Et ce nouveau monde, on va l'obtenir, mais par la force. Alors, dans mes convictions, je ne suis absolument pas d'accord, évidemment, mais on l'imagine. Et on imagine des gens qui prennent les armes et qui disent, eh ben maintenant on va buter un à un tous les politiques. On va buter le président, on va buter le Premier ministre, tous les ministres, et petit à petit, toutes les huiles, on va les assassiner pour voir émerger une nouvelle politique, celle des partisans. Et c'est ça leur idéologie. Et pour y arriver, il faut qu'ils mènent des attentats un peu partout dans le pays. Et des attentats contre l'État, pas contre la population justement. Si elle peut venir à eux, tant mieux. Et face à eux, l'État ne s'est pas laissé faire, ils ne sont pas là juste avec les flics, non, justement. Peut devenir partisan n'importe qui, un militaire, un policier, un fonctionnaire, un chômeur, n'importe qui peut devenir partisan, n'importe qui peut trahir l'État. Donc on entre dans un climat de peur, avec de la trahison, presque de la parano parfois. Et donc l'État pourrait agir, s'est dit, on va créer une milice d'État faite de volontaires qui vont être triés sur le volet. Et c'est cette milice
avec des armes qui vont être des gens comme toi ou moi, et qui vont se dire, bon ben on va prendre les armes, on va obéir à l'État parce que l'État c'est la sécurité, l'État c'est l'ordre, et on va lutter contre les partisans qui sèment la terreur. Et donc de ces deux idéaux naissent ce climat de guerre civile, et au milieu, Elsa, médecin de guerre, qui dit je suis ni l'un ni pour l'un ni pour l'autre, moi je suis pour sauver les victimes. Point barre. D'accord. Et donc toi, le personnage qui te ressemble le plus, on imagine, donc c'est cet infirmière. C'est ce médecin, parce que c'est un médecin généraliste, initialement, un jeune médecin généraliste, qui ressemble beaucoup à mes convictions. Mais dans le film, je ne veux pas justement juger une opinion ou une autre. Je ne veux pas dire que l'État c'est nul ou que voilà. Je veux justement montrer quelque chose le plus neutre possible, et après au spectateur de se faire une idée à travers le parcours du personnage, qui lui aussi essaye de rester neutre. Mais comme il agit, il ne reste pas neutre quelque part, quoi. Comme on dit, le cinéma c'est de la politique, tout film est politique, donc ce film a quand même des idées politiques derrière. D'accord. Donc entre le moment où tu as eu un petit peu l'idée, le concept que tu voulais développer et l'arrivée du film, il s'est passé à peu près 3 ans. Il s'est passé 3 ans puisque on a tourné un petit pilote, un petit court-métrage de 5 minutes pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour voir un peu ce que donnait cet univers, parce que c'est tout un univers qu'on a imaginé. On s'est dit s'il le faut, ça va pas le faire, donc il fallait essayer. On a fait un premier court-métrage de 5 minutes avec un budget de 0 €. Donc absolument, on a pris juste toutes les personnes qui avaient à disposition, on a fait des demandes d'autorisation gratuites, voilà. Et on a fait un petit court-métrage qu'on a diffusé après sur YouTube, mais c'était vraiment pour nous, c'était vraiment pour voir un peu ce que donnait cet univers. Et ensuite, on a commencé à écrire, donc c'était en janvier 2017. On a commencé le court-métrage qu'on présente demain à Cannes, on a commencé à l'écrire en janvier. Fin du scénario en mai, on a mis 5 mois pour l'écrire, et ensuite on l'a tourné mai-juin et novembre, fin du montage, et on l'a diffusé en projection privée dans un cinéma avec 150 personnes, toutes les personnes qui ont participé au film, on l'a projeté en novembre. Donc entre le moment où ce court-métrage a commencé, le projet du court-métrage a commencé, c'était janvier, on l'a fini en novembre, et on a fait ça bénévolement à côté de nos métiers, puisqu'on a un métier à côté, donc c'était tout ça bénévolement sur notre temps libre, quoi. D'accord. Si tu devais donner un conseil peut-être à des étudiants qui nous regardent et qui aimeraient eux-mêmes se lancer dans la réalisation de films, Oui. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner, lesquels seraient-ils? Alors il y a un conseil que je pense toute personne qui veut se lancer dans le cinéma, qu'il soit étudiant, autodidacte, voilà, je pense qu'il y a un conseil que j'aimerais donner, c'est que dans le cinéma, il faut faire. Si on fait des choses, on s'exerce, on expérimente. Et expérimenter, c'est pas juste expérimenter de la technique, c'est de ça, mais c'est aussi expérimenter qu'est-ce qui nous tient à cœur. Puisque le cinéma, pour moi, c'est aussi des émotions, et peut-être même avant tout des émotions. C'est voir à l'écran des images, c'est voir quelque chose qui touche notre intimité, quelque chose qui nous est propre, quelque chose qui est profond en nous, quelque chose qu'on n'arrive même pas à cerner, même pas à toucher, même frôler du doigt. Et pour le découvrir un petit peu, il faut expérimenter. Il faut prendre la caméra, il faut prendre un micro, il faut prendre un ordinateur, même un Movie Maker, j'en sais n'importe quel logiciel de montage, et essayer. Il faut faire des choses. Et en faisant des choses, on s'exerce, on apprend. Et c'est comme ça qu'on devient un peu le cinéaste qui sommeille un peu en nous. Le cinéaste, le technicien, je ne sais pas, en fonction des personnes, mais c'est comme ça qu'on peut découvrir un peu qui on est dans ce milieu. Et c'est de faire. Donc si on commence à être dans une école de cinéma, dès le premier mois, dans une école de cinéma, il y a toujours la possibilité d'emprunter du matériel dans les magasins des écoles. Prenez une caméra, prenez un micro, prenez 3 potes de votre promo, allez dans la rue, allez dans un appart, faites une idée. Vous avez une idée de plan, faites-la. Attendez pas d'avoir une idée de scénario pour le faire. Vous avez une idée de son, vous avez une idée de... Voilà, faites-le. Et que vous soyez acteur, que vous ayez des potes acteurs, peu importe, commencez par faire des choses. Si vous attendez d'avoir le scénario de rêve, si vous attendez d'avoir l'acteur parfait, je ne sais quoi, si vous attendez, le monde n'attend pas, le cinéma n'attend pas, et surtout, vous n'arriverez pas à découvrir qui vous êtes. Ok. C'est le conseil que j'aurais à donner, c'est faites des choses. D'accord. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on est sélectionné à Cannes, et puis qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Cannes? Alors comment on est sélectionné à Cannes? Nous, ce qu'on voulait, ce qui nous intéressait à Cannes, c'était d'aller présenter notre film, se dire, voilà, on a fait un film,
on va aller le présenter et essayer de se créer l'occasion, se créer la chance de rencontrer ne serait-ce qu'une personne qui serait intéressée, qui voudrait nous permettre de continuer l'aventure du court-métrage, puisque derrière cette idée de court-métrage, il y a une idée de long-métrage avant tout. Pour faire un long-métrage, il faut des moyens. Et pour avoir les moyens, il faut arriver à prouver déjà un petit peu, montrer qu'on a fait quelque chose. Et si on rencontre ne serait-ce qu'une personne qui serait intéressée par le projet, ben là c'est le jackpot. Et là l'aventure continue. Et après, je ne peux pas prédire ce qui se passerait, mais s'il pouvait y avoir un long métrage, ça serait le rêve. Et donc comment on a fait sélectionner le film? En fait, il fallait respecter un paquet de critères techniques. Donc dans les critères techniques, il y avait des trucs tout simples, comme il fallait que le film, pour être projeté en 2018, il était réalisé en 2017. Il fallait qu'on ait tous les droits, donc il faut aussi respecter, il y avait quoi au niveau artistique, il fallait respecter, il y avait quoi, bon, des choses évidentes de genre. Et après, c'était en artistique. J'ai oublié. J'ai oublié. En fait, il y a sur le site de Cannes, il y avait toute une liste de critères à respecter. On a fait en sorte de tous les respecter. Il y a un critère qui est très important, c'est de ne pas le diffuser sur internet, de ne pas l'avoir diffusé en projection publique. Ça c'est interdit, sinon oui, il faut qu'il y ait quand même une exclusivité à le présenter dans un festival. Donc ça on l'a respecté aussi. Et voilà, après principalement ça. Après il y a il faut aussi une bonne image, il faut aussi un bon son, il faut créer un DCP, donc le DCP c'est le fichier cinéma, donc voilà, un paquet de critères techniques à respecter, on les a tous respectés. Voilà, il faut une image, on ne peut pas avoir fait le film avec un smartphone ou avec un petit caméscope. Nous on s'est donné les moyens d'avoir une belle image, d'avoir une lumière la plus propre possible, et puis un film qui est digne d'être montré en salle, un film qui techniquement vaut la peine, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais combien de courts-métrages ont été envoyés à Cannes et cherchent à être sélectionnés? Non, je ne connais pas le chiffre. Alors je crois que je vérifierai, mais je crois que c'est 3200, il me semble. C'est quelque chose comme ça. Et donc vous avez été sélectionné parmi 3200 films. Donc, ne serait-ce qu'en soi, c'est déjà quand même... Je sais qu'on est une centaine de courts-métrages français. Donc une centaine de courts-métrages français à Cannes, c'est pas mal. Voilà. Mais après, je regarde pas trop ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une idée, on veut la montrer. Et voilà, je suis plus focalisé sur l'objectif que sur le autour, quoi. D'accord. Autour, les chiffres comme ça, c'est pas... Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu des hasards de la vie et des hasards des rencontres qui peuvent faire des parcours. Et donc toi, tu me disais que tu avais une anecdote assez intéressante sur ton parcours. Sur mon parcours, quand j'étais en école de cinéma, donc j'étais chez moi, en train de faire le montage d'un petit court-métrage que j'avais fait avec des potes la veille. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui frappe à la porte de mon appartement. J'étais au 7e étage d'une petite rue dans un coin paumé de Paris. Dans un coin paumé. Petite rue de Paris, genre un endroit où on passe pas forcément. Et là, le gars qui s'est présenté à la porte, en fait, c'est un régisseur général pour un tournage de film de long métrage de cinéma. Et je dis oui, alors j'essaie de faire le lien quand il se présente, de faire le lien avec est-ce que c'est quelqu'un que j'avais demandé de venir, voilà. Et il fait non, en fait, votre balcon m'intéresse pour un plan du film. Il dit voilà, on va tourner dans un mois, on va tourner quelques plans pour un film sur le toit de l'immeuble d'en face, et votre balcon il nous intéresse pour une prise de vue. Je fais d'accord, il me fait est-ce que je peux voir le balcon? Je dis bien sûr, allez-y. Donc il va sur le balcon, et puis en passant, il voit sur l'ordinateur que je suis en train de faire un montage. Je fais vous faites un peu de montage? Je fais ouais, je fais une école de cinéma. Du coup, on se met à parler et pendant un quart d'heure, 20 minutes, je lui raconte un peu mes projets, tout ça. Il me dit ah mais c'est super et tout. Il fait tu sais qu'on cherche des jeunes pour des films et tout. Donc voilà. Donc il m'a donné 3 numéros et de ces 3 numéros, j'en ai appelé, je les ai appelés. Et puis ils m'ont eux-mêmes dit ah mais là on n'a pas besoin forcément, mais je peux te donner voilà. Et donc ils m'ont donné d'autres numéros. Et dans un de ces numéros, il y avait le numéro d'un régisseur général qui était en pleine préparation d'un tournage d'un long métrage français et qui m'a dit justement je cherche un assistant. On a discuté pendant 2 heures dans son bureau. Il me dit je t'aime bien et tout, trouve-toi un scout, tu viens sur le lieu de tournage et tout, et puis tu seras mon assistant. Et j'ai dit c'est parfait. Et en fait j'ai jamais fait. Parce que malheureusement, donc quand j'ai rencontré cette personne, c'était genre 6 mois après la rencontre avec le régisseur chez moi.
Entre temps, il s'est passé des choses et j'avais pris ma décision en fait d'arrêter. D'arrêter d'essayer de me faire une place dans le cinéma, et notamment le cinéma parisien. Donc j'avais pris ma décision d'arrêter, et en fait, quand je l'ai rencontré, c'était tentant, mais j'ai préféré arrêter et je suis complètement parti sur autre chose. Je me dis que si j'avais dit oui, bah, peut-être que j'aurais pu commencer comme ça. Donc j'aurais pu commencer dans un film long métrage en tant qu'assistant, petit assistant de régie. Mais pourquoi? Parce qu'un jour un gars est venu frapper à ma porte. Mais il faut créer aussi la chance, il faut se créer la chance. Bon là c'est un gros coup de bol, ouais, incroyable, mais on peut tomber sur des coups de chance. Moi un jour je montais des escaliers dans Paris, et puis j'étais côte à côte avec une personnalité de la télévision française. Et puis je regardais comme ça, et puis j'ai dit bonjour et tout, et en fait il était en train de tourner un petit court-métrage juste à côté, et puis je lui dis ah ben voilà, je suis aussi dans le truc, est-ce que je peux regarder? Il me fait ouais, si tu veux regarder 2 minutes. Puis en fait je discute avec les techniciens, voilà, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe, on discute, le cours en passe et on poursuit. D'accord. Voilà. Donc il faut des fois tenter sa chance. Il faut tenter sa chance, et parfois il faut y aller au culot. Une fois, il y avait un assistant de plateau pour le grand journal sur Canal+, qui recrute les gens dans la rue pour être tout simplement le public, quoi, tout le public qui a tous les soirs. Voilà. Et en y allant, j'y étais allé avec un pote de ma promo, on y est allé, et puis une fois qu'on était là-bas, on a croisé plein de techniciens, on a un peu discuté avec les techniciens. Voilà, c'est comme ça que ça peut passer, quoi. D'accord, donc il faut y aller. Il faut créer sa chance. Dans l'action, tu disais. Il faut créer sa chance, il faut être dans l'action, il ne faut pas avoir peur de se tromper, et il faut aussi, notre petit conseil peut-être, il faut rester intègre. Il faut rester soi-même, ses propres valeurs, et rester le plus simple possible, et pas essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que sinon on va se casser les dents. Pour moi c'est évident, hein, à un moment donné on va se casser les dents. D'accord. Il faut rester soi-même. Et une question avant de terminer cette interview. Aujourd'hui tu as un peu 2 casquettes. Si demain tu trouves un investisseur, un producteur pour faire ce long métrage, ça voudra dire nécessairement que tu quittes le milieu médical, ou tu t'es forcément posé la question, j'imagine. Comment tu feras demain si la situation se passe? Ça dépend quel projet. Pour le moment, j'ai pas pour projet de revenir professionnellement dans le cinéma. C'est pas mon projet. C'est pas mon projet, puisque j'ai d'autres projets qui me tiennent aussi à cœur. Mais tout dépend. Et si demain tu dois réaliser un film et y passer 3, 4, 5, 6, 7 mois à temps plein, comment tu feras? Ça dépend. Tout dépend le film, tout dépend le contexte, tout dépend. Là tout de suite je dis oui, évidemment, mais ça demande réflexion quand même. D'accord. J'ai des engagements aussi ailleurs. Le cinéma c'est une partie de ma vie, mais c'est pas toute ma vie non plus. Ok. Voilà. Et tu penses que tu pourras concilier? En tout cas, c'est une idée que c'est le gros mystère. Pour le moment, j'ai aucune décision de prise. D'accord. C'est vraiment le gros mystère. Tu ouvres des portes, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y aura derrière. C'est ça. En fait, j'essaie de créer ma chance. Et une fois que la chance arrive, si elle arrive, je verrai ce que je saisis, ce que je ne saisis pas. Quand l'occasion avec le régisseur général s'est présentée, j'ai commencé à saisir la chance, et finalement, je l'ai pas tenu jusqu'au bout. Parce que ce qui m'intéressait, c'était autre chose aussi, quoi. D'accord. Donc tu verras bien. Donc je verrai bien. Mais t'as l'air heureux de ce que tu vis en tout cas. Ouais, donc moi je me régale. Je me régale. Ouais, c'est faire du cinéma, c'est écrire des scénarios, faire des films. Enfin là, rien que pour ce court métrage qui a coûté que 2 000 €, un tout petit court métrage, presque un court métrage étudiant, quoi. J'ai rencontré 100 personnes. J'ai rencontré personnellement 100 personnes. Certaines personnes sont devenues presque des collègues maintenant, puisqu'on continue un peu de se voir. D'autres personnes, voilà, ça m'a fait, par exemple, on avait rencontré une rigologue sur le tournage, c'était une figurante. Je ne savais pas ce qu'était un rigologue, et voilà, donc on fait plein de rencontres fortuites comme ça. C'est quoi un rigologue? Un rigologue, c'est une personne qui fait de la thérapie à travers le rire. En fait. D'accord. Voilà. Comme on pouvait s'en douter, mais après. Tout simplement. Mais voilà, et donc on fait des rencontres, et moi c'est ce qui m'intéresse. Moi j'aime bien rencontrer les gens. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. D'accord. Et donc surtout les gens qui ont composé ton équipe là, j'imagine qu'il y avait des professionnels, des amateurs. Comment ça s'est passé? Il y avait quelques professionnels. Les cadreurs étaient professionnels.
Ils étaient extra parce qu'ils étaient super sympas, simples, ils étaient généreux, ils étaient vraiment très sympas. Ils s'appellent Chaz et Skip sur leur nom professionnel. Chaz et Skip, ils ont été tous les deux, c'était 2 cadreurs qui sont venus avec leur matériel professionnel, mais vraiment du matériel digne d'un film de cinéma. Et d'ailleurs ça se voit à l'écran. Ils ont fait une image qui était vraiment très propre. Et après, il y avait aussi des ingénieurs son qui étaient tout simplement des copains que j'ai formés avec mes quelques connaissances que j'ai formés pour pouvoir prendre le son sur le tournage. D'accord. Et parmi les acteurs, alors ça s'est passé Et parmi les acteurs, on a eu 70 acteurs et figurants. Une quinzaine d'acteurs parlants qui ont du texte. Et dedans, il y a 3 personnages qui ont beaucoup de texte sur le film de 22 minutes. Et donc, on a fait un casting. On a passé une annonce sur le journal local, on a fait un peu des annonces dans les MJC, à la fac. On a dit venez, casting, tel jour. Voilà. Et ce jour-là, on pensait qu'il y aurait peut-être 15-20 personnes. Il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues au casting. Et on en a gardé 70. Et parmi ces personnes, l'actrice principale, qui s'appelle Aurélie Gillet et qui est une psychomotricienne, rien à voir avec le monde du cinéma, et qui s'est dit je vais accompagner ma copine qui voulait elle venir au casting. Voilà. Et puis elle arrive, elle se présente à Yann, mon producteur, qui la rencontre, et au bout de 5 minutes de conversation à peine, il m'interpelle parce que j'étais en casting avec une autre personne, il me dit je crois que tu devrais rencontrer cette personne, elle devrait t'intéresser. Alors je ne sais pas pourquoi, alors je rencontre Aurélie et elle se présente face à moi et alors on se rencontre, bonjour, voilà, alors, elle commence à me parler, puis là je me dis oh putain, j'ai le personnage. Alors qu'est-ce qui m'a fait dire que c'est le personnage? En fait c'est que en l'observant, je voyais qu'elle avait une personnalité et cette personnalité correspondait parfaitement à celle du personnage. Un côté avenant, tenace et un petit peu timide aussi. Et ça c'est ce qui a commencé à me parler. Et je me suis dit, bon, je le tiens. Alors, je me suis dit, pas de précipitation, on va quand même l'interroger. Donc, je vais passer une série de questions. Là, je vais vraiment charcuter dans tous les sens. Je vais poser 1000 questions. Et dans telle situation, vous feriez comment? Et comme ça. Mais dans la vraie vie, on parlait pas cinéma. On n'a pas parlé cinéma une seule seconde. Je lui parlais d'elle. Et donc elle m'a raconté un peu son parcours, elle m'a parlé d'elle, et puis je lui ai dit ok très bien, et une fois qu'elle avait terminé, j'ai dit merci. On a débattu, j'ai dit bon ben là j'ai mon personnage principal. Je l'ai rappelé, je lui ai dit est-ce que ça vous intéresserait d'être le personnage principal du film? Alors elle ne revenait pas, et puis on lui a dit si c'est vrai, mais est-ce que vous serez prête à faire quelques essais caméra pour voir si vous aussi vous êtes prête à endosser le rôle? Elle est venue quelques jours plus tard chez moi, j'ai pris un petit caméscope, un trépied, puis on a fait quelques essais. Elle n'était pas à l'aise du tout devant la caméra. Elle me dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, il faut que je dise un texte en plus que je joue, mais comment on va faire et tout. Je dis ça, c'est pas ton boulot. Ça c'est mon boulot. C'est à moi de faire en sorte que à la caméra tu donnes le résultat que moi je veux. Je dis toi, tout ce que tu vas faire c'est de faire ce que je te dis. Et elle me dit ah bon et tout. Je fais oui, ça c'est le taf de l'acteur, c'est de faire ce que le metteur en scène lui dit. Donc du coup elle s'est prêtée au jeu. Et donc elle est venue une fois répéter. Alors on a fait des exercices de jeu, et petit à petit elle s'est emparée du rôle. Donc elle a pris le travail très à cœur, elle venait avec un bloc-notes au début, elle prenait des notes sur le personnage, tout ça. Et puis finalement on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand chose et que tout simplement moi je lui ai demandé d'être elle-même, mais projetée dans un univers. Et après la caméra, je lui dis écoute on s'en fout, la caméra c'est qu'un œil. Voilà, je dis faut juste que tu te concentres par rapport à ce que je te demande et tout se passera bien. Et finalement l'œil de la caméra ne l'a pas impressionné le jour du tournage, parce que ce qui est impressionnant c'est qu'il y a un œil de caméra, il y a quelqu'un derrière. Il y a deux personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre, 15 personnes derrière qui attendent tous que l'actrice sorte son texte. Et ça peut impressionner. Et si au départ elle était un peu impressionnée, elle a vite pris le pli et puis elle a fait ce que je lui ai demandé. Et pour les moyens qu'on avait, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. D'accord. Donc c'est aussi une rencontre un peu improbable. Complètement, complètement improbable. En plus, voilà, c'est ça. En plus, comme la psychomotricienne, elle fait partie de mon univers de profession, donc du coup, on s'est vraiment retrouvé là-dedans. Est-ce que toi, tu as plutôt tendance à mettre l'accent sur la créativité ou la technicité dans ton travail? C'est toute la problématique quand on essaye de faire un film, c'est qu'on ne peut pas se passer de la technique.
mais on ne peut pas se passer d'écriture ou d'artistique. Je pense, sauf si, après on peut faire que de la technique, c'est possible aussi, je veux dire. Mais tout dépend du projet qu'on veut mener. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de technique. Mais si on veut aussi avoir un œil, parce que une caméra c'est un œil, et si on place la caméra là ou là, ça ne veut pas dire la même chose. Et là on commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus psychologique, d'un peu plus fin. Et là pour moi on entre dans de l'artistique. Donc si je filme en gros plan de face, et si je filme de loin, de profil, ça ne va pas du tout avoir le même impact émotionnel au moment où on va voir l'image. Donc les deux sont évidemment indispensables. Après, on n'est pas obligé de se tourner vers l'artistique quand la technique nous intéresse seulement, quoi. Je veux dire, on a besoin de tout sur un tournage. On a besoin de techniciens purs et durs, on a besoin de machinistes, on a besoin d'éclairagistes, on a besoin de gens qui sont à la technique pure et dure, qui ne se préoccupent pas du tout de l'artistique. Et on a besoin de têtes qui sont à 3 années-lumière de nous et qui sont en train de penser à comment ils vont faire. Voilà. Parce que c'est aussi important. Quand on a un projet, par exemple, un projet de long métrage. Du coup, la réponse, ce serait un peu de créer une équipe qui est à la fois ce côté artistique et ce côté technique. Le cinéma, c'est un travail d'équipe. On est obligé d'avoir l'esprit d'équipe si on veut faire du cinéma, je pense. Ou alors, il faut inventer un concept. mais je pense que c'est un travail d'équipe. On ne peut pas tout faire dans un film. Si on fait tout, on s'épuise. C'est parce que j'ai un peu expérimenté. On s'épuise et on ne peut pas tout maîtriser. À vouloir tout maîtriser, on pète un plomb. Il faut que chacun ait sa tâche. Moi j'ai une vision très horizontale du travail. Moi je fais le montage, toi tu fais le son, voilà. Et on complète nos talents techniques et artistiques pour arriver à faire une œuvre entière. Et c'est pour ça qu'on entend très souvent dans les interviews que oui, ce film a été une aventure humaine formidable, parce que c'est vrai qu'on rencontre des gens, on rencontre des compétences, on rencontre des horizons différents. Et c'est vrai que quand on commence un projet en pré-production, au début c'est le début d'une aventure. On ne sait pas à quoi va ressembler le film. Et une fois qu'on arrive avec un résultat, symboliquement, c'est quelque chose qui nous parle énormément. C'est l'aboutissement, c'est le symbole même de l'aboutissement d'un projet. Quand on arrive à voir un produit fini, qui aujourd'hui peut tenir sur une clé USB, mais qui est projeté en salle, ça c'est symboliquement, c'est presque le chemin le plus symbolique qui puisse exister aujourd'hui. On part d'une idée, de quelque chose de vaste, artistique, c'est de la partie artistique, de l'abstrait, c'est ça. Et après on finit par quelque chose d'artistique et technique. Mais si on veut faire un film sans technique aussi, ça c'est impensable. Si on va se heurter à des problèmes techniques évidents, si on ne veut pas apprendre la technique, si on se dit oui, moi je veux faire que du cinéma, avec que des émotions, que de l'artistique, mais la technique ça m'intéresse pas, je ne veux pas ça, là on va droit au mur, je pense. Parce qu'à un moment donné, il va falloir allumer une caméra. Et si on veut faire un film. Et si on veut allumer une caméra, il faut savoir que une caméra, qu'est-ce qu'elle capte? C'est la lumière. Et la lumière, c'est la peinture du cinéma. Et pour faire de la lumière, on ne fait pas la lumière n'importe comment. La lumière, c'est une certaine température. Ce sont des photons qui viennent traverser la... Tu peux conclure du coup. Ouais, je vais conclure. Ouais. Quand on arrive à la fin, il va falloir qu'on fasse des plans après. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, et la lumière, c'est juste conclure. Ah bah voilà, désolé. La caméra capte des photons, donc rien que là on est déjà dans de la technique. Donc le cinéma ne peut pas se passer technique et pour moi ne peut pas non plus se passer. La caméra capte des photons, donc rien que là on est déjà dans de la technique. Donc le cinéma ne peut pas se passer technique et pour moi ne peut pas non plus se passer artistique. Donc il faut une bonne équipe avec les deux. D'accord. Ok, merci, ce sera la conclusion. Ouais. On te remercie, puis on te souhaite bon courage et que l'aventure continue pour toi. Ouais. Et à la prochaine. À la prochaine, merci.